faut savoir que la réglementation Novel Food est très ancienne en Europe. Elle date de 97. Juste pour l'anecdote, en 97, la Commission européenne avait lancé ce règlement Novel Food, non pas en pensant au cial ou à pouvons-nous manger des insectes, mais au fait qu'on était à la veille de l'euro, de l'écu. On avait un drapeau européen, un hymne européen. On parlait beaucoup de la citoyenneté européenne, mais on n'avait pas d'harmonie en termes de culture alimentaire. Donc tout bêtement, le premier règlement Novel Food, c'était surtout pour harmoniser les pratiques alimentaires et se dire la goulash hongroise, on va pouvoir la manger en France sans qu'il y ait de barrière, en disant nous, on ne connaît pas ce truc en France, on va mettre une petite barrière protectionniste. Donc le début de la Novel Food, c'est vraiment ça. Donc on vient de très très loin. Ce très très loin a néanmoins fait que depuis 97, vous les industriels, quand vous souhaitez innover, introduire un nouvel ingrédient, un nouveau process de fabrication, une extraction de quelque chose, d'un truc très connu comme une pomme de terre par exemple, vous vous heurtez à ce règlement Novel Food et à cette crainte de la Commission européenne qui, depuis 1997, a toujours mis en parallèle innovation avec danger pour la santé du consommateur européen. Et ça, c'est assez européen. On n'aime pas les nouvelles choses, vous le savez, les OGM, les nanomatériaux, le clonage, enfin on est toujours le nouveau, ça va nous faire du mal, on a un troisième bras qui va nous pousser dans le dos. Il ne faut jamais oublier cette constante en Europe, on est très frileux, très réfractaire, très prudent quand il s'agit d'innovation alimentaire. Donc 97, on lance ce premier règlement européen qui tient en quelques pages et qui consiste, je vais avancer, mais enfin, ça va, je connais le sujet, donc je voyais inquiète, je me suis dit, je suis plus... voilà, Novel Food, c'était bien le sujet. Le règlement de 97, donc encore une fois très ancien, tenait en quelques pages. C'était un règlement qui, étonnamment, n'était pas harmonisé, en ce sens que lorsque vous vouliez lancer une innovation alimentaire, vous deviez la déposer dans votre premier État membre dans lequel vous souhaitiez marketer ou placer sur le marché votre innovation alimentaire. Dans 80% des cas, évidemment, la Commission et ou les autres États membres posaient des questions, soulevaient des objections, et du coup, ça montait à l'échelon européen. Mais ce qui explique que, sous l'empire de cet ancien règlement, la procédure était très longue. Il n'y avait d'ailleurs pas de date butoir dans la procédure. Donc, vous avez pu entendre que des autorisations Novel Food nécessitaient 10 ans de procédure. C'est vrai, c'est un peu excessif, ce sont vraiment des cas extrêmes, mais en général, la moyenne pour obtenir une autorisation de placement sur le marché d'une innovation alimentaire était plutôt autour de 5-6 ans que de 1 ou 2 ans. Il faut quand même être réaliste et je dirais, honnête. Donc, beaucoup de défauts à cette procédure Novel Food, ce qui a fait que je l'ai vécu au sein de mon cabinet, quand on devait analyser le statut d'une innovation alimentaire et qu'on avait malheureusement en conclusion de devoir annoncer à notre client que ça rentrait dans le champ d'application de ce règlement et qu'il allait falloir demander une préautorisation avant de le placer sur le marché. Le client, encore une fois, s'enfuyait en disant là, je laisse tomber. De deux choses une, soit il ne nous le disait pas, mais il le plaçait sur le marché en disant si ça passe, ça passe, soit il laissait tomber son innovation, purement et simplement. Alors heureusement, la Commission européenne, sous la pression des lobbies industriels, et puis parce qu'elle évolue grâce à vous, grâce à nous, grâce à ce mouvement européen général, a pris la mesure de toutes ces difficultés pour, depuis le 1er janvier 2018, avoir mis en place une nouvelle réglementation Novel Food qui se veut être cette fois-ci pour le coup une opportunité et un outil à l'innovation plutôt qu'une contrainte. C'est d'ailleurs ce que la Commission européenne a annoncé. Elle dit voilà, je suis consciente, j'ai pris la mesure de vos difficultés dans le cadre des innovations jusqu'à présent. Je suis également consciente du fait que l'innovation est un moteur de compétitivité et que je dois vous accompagner et pas vous freiner. Donc ça a vraiment été un discours d'ouverture à tout point de vue et comment dirais-je, j'espère que ce ne sont pas des vœux pieux, mais en tout cas l'annonce est tout à fait différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et le règlement en lui-même est beaucoup plus souple, beaucoup plus ambitieux et effectivement se présente comme un soutien pour vos investissements, enfin si, vos investissements dans le cadre des innovations. Je m'explique. Donc il est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il a mis en place une nouvelle définition, bon ça je vais y revenir, qui ne change pas tellement de la précédente, mais néanmoins qui clarifie un peu les choses. Nous avons maintenant une liste unifiée des autorisations, ce qui pour vous peut être très pratique. Parce que si on revient encore un tout petit peu, donc avant le 1er janvier 2018, je vous disais que la procédure ancienne était une procédure qui avait un démarrage national,
mais ce qui faisait qu'on avait aussi un catalogue national des autorisations novel food. Donc, en termes de sécurité juridique, une grande difficulté, puisque pas pour nous-mêmes, quand un client venait nous consulter en nous disant est-ce que tel ou tel extrait baie ou que sais-je encore a déjà été autorisé en tant que novel food, on m'a dit que, c'est comme dans les cours d'école, mais c'est on m'a dit que. Nous, le on m'a dit que, fallait bien qu'on cherche, qu'on approfondisse et qu'on ait une certitude juridique. Et ça nécessitait de notre part de consulter les catalogues nationaux des 27 États membres, si on voulait vraiment avoir une approche tout à fait exhaustive de la situation. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas, comme il y a dans tout un tas d'autres domaines du droit européen, une annexe ou un registre en annexe à une réglementation. Ce n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2018. Ça a d'ailleurs, pour l'anecdote, occasionné beaucoup de temps de sueur et d'efforts de la part des fonctionnaires et nationaux et européens pour consolider tout ça et mettre en place cette liste de l'Union des autorisations novel food. Mais alors pour vous, je ne vais pas dire que ça va vous amuser dès la fin de mon intervention, précipitez-vous sur les écrans et googlisez, mais il n'empêche que ça peut être une innovation assez facile, parce que c'est un catalogue version 3 suisse, un peu moins décoré. Vous avez l'ingrédient avec ses spécifications, ses conditions d'utilisation, les contraintes de labeling, etc. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, dans le domaine public, que vous pouvez utiliser si vous vous dites, tiens, demain, je vais ajouter cet ingrédient, des graines de chia ou que sais-je encore, dans votre yaourt, dans votre boisson, sur votre viande, etc., sans avoir besoin de rentrer dans ce processus que je vais vous expliquer de novel food. Donc on a quand même déjà, ne serait-ce que par l'établissement de cette liste harmonisée, accessible, updatée, mise à jour à chaque nouvelle autorisation de la Commission européenne, on a un sacré outil de facilitation de l'innovation. La procédure maintenant est moins chère, parce que plus rapide, parce que centralisée. Il n'y a plus cette nécessité de passer par un État membre pour déposer la demande. Vous allez directement, on envoie directement à la Commission européenne. Donc la procédure est beaucoup plus claire, beaucoup plus rapide. On parle aujourd'hui, et je vais y revenir, d'un délai d'à peu près 18 mois, je dirais, pour être un peu raisonnable et pragmatique, 2 ans, mais on est quand même très loin des 5, 6, 7, 8, 10 ans dont je vous parlais en introduction. Un autre intérêt de cette nouvelle procédure, c'est une procédure très très accélérée pour ce que moi j'appelle personnellement une innovation exotique, mais je vais y revenir. C'est toute l'innovation qui concerne les pays tiers. Et enfin, une disposition qui est très intéressante à mon sens, c'est la data protection. Alors attention, on ne parle pas de propriété intellectuelle, vous savez que ce n'est pas ma tasse de thé. La data protection consiste strictement à vous permettre, si vous êtes vraiment extrêmement innovant dans le cadre de votre innovation, c'est-à-dire que si vous avez développé des moyens financiers importants, que vous avez investi dans le cadre de cette innovation, dans le process, justement dans des brevets, dans la manière de compiler des informations, etc., mais en votre nom et qui sont de votre seule propriété, si vous arrivez à revendiquer déjà la propriété de ces datas et le lien direct entre la nécessité, l'importance de ces datas dans le cadre de l'innovation dont vous demandez l'autorisation, eh bien la Commission peut, en même temps qu'elle vous délivre l'autorisation, peut vous donner une protection de 5 ans sur le marché. C'est-à-dire que personne, sans votre autorisation, ne pourra utiliser l'ensemble de ces données sur le marché alimentaire. Donc on peut, si vous connaissez d'autres domaines comme les pesticides par exemple, on peut imaginer dans un certain délai, mais pas si long que ça, je pense, une espèce de marché de seconde main des datas avec des licences d'exploitation ou des choses comme ça, où vous pouvez, d'une certaine manière, rentabiliser vos datas en les louant, les vendant, souvent, en tout cas en faisant bénéficier des tiers, mais sous votre contrôle strict. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle donne de la part de la Commission européenne. Mais vous pouvez aussi vous dire, j'ai investi, mais j'ai investi pour 5 ans d'avance. Et 5 ans d'avance, dans le cas d'une innovation sur le marché alimentaire, je pense que c'est déjà quelque chose de prendre sérieusement en considération. Voilà pour l'essentiel. Donc je peux passer vite ensuite. Alors, pour quand même considération générale qui a son importance, c'est comme dans quasi toute chose le long de la chaîne alimentaire, c'est le Food Business Operators qui est responsable de l'appréciation, c'est novel food, c'est pas novel food, je peux le mettre sur le marché, c'est safe ou c'est pas safe. Vous savez très bien qu'il y a tout un tas de règles, elles sont extrêmement contraignantes, mais c'est à vous de les appréhender, de les interpréter et d'arbitrer en interne. Donc bien évidemment, vous pouvez vous dire, moi je ne me sens pas concerné par la novel food, moi entreprise X, j'estime que mon produit n'est pas novel food et ça passe ou ça casse. Généralement, il y a évidemment des situations qui sont
évidentes de novel food comme de non-novel food, mais quand on est consulté, c'est généralement des situations qui sont borderline et où l'interprétation peut être sujette à discussion. Dans ces cas-là, ce que nous conseillons, c'est d'essayer d'anticiper un éventuel contrôle ou une éventuelle dénonciation d'un compétiteur, d'un concurrent, en préparant un dossier. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vous retrouver dans une situation, je prendrai l'exemple du contrôle, toc toc, bonjour, nous considérons, nous, DGCCRF, que votre produit, votre ingrédient est novel food, vous n'avez pas d'autorisation de mise sur le marché, retrait du produit dans toutes ses dimensions, dans tous les rayons de France et de Navarre, etc. Enfin de France. Ça fait très très mal. En revanche, si vous dites, ah mais attendez, on sait très bien ce qu'est novel food, on a vraiment pris le temps d'y réfléchir. Regardez, on a fait faire une analyse juridique, une analyse scientifique, on a arbitré ça sur la base de tel et tel et tel élément. Voilà tout notre dossier interne, hein, je parle d'appréciation du statut. Tout ça pour vous dire, on l'a fait en connaissance de cause. Donc, monsieur l'agent de la DDPP, monsieur le contrôleur, voilà, merci. On n'est pas né de la dernière pluie. Novel food, ça nous parle. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que notre produit n'est pas novel food. Voilà les raisons pour lesquelles il ne l'est pas. En général, alors je vais vous dire 9 fois sur 10, comme 4 sur 5 ou comme 11 sur 20, ça marche. Ça marche parce que ce sont des cas, encore une fois, qui sont sujets à discussion. Et comme on est juste entre nous et que personne ne nous entend, les agents de la DDPP n'ont pas nécessairement la science vraiment infuse et la connaissance à ce point pointue, surtout, je dirais, dans ce lien réglementation scientifique, pour vous dire comme ça, d'un coup, ou je ne vous crois pas et je vous démontre votre raisonnement. Donc ça les refroidit généralement. Ils disent, ah oui, quand même, bon, ok. Je passe l'exemple des insectes. Vous avez des questions, on en parlera tout à l'heure, parce que ça, en revanche, il y a eu des prises de position françaises, donc il n'y a plus d'hésitation de la part des agents, par exemple, bien qu'on en parlait tout à l'heure, il y a encore plein de stands insectes un peu partout, mais pour des process plus innovants, qui ne sont pas encore beaucoup dupliqués à l'échelle française, qui vont être parfois découvertes même par l'agent de contrôle, vous pouvez vraiment vous mettre un peu à l'abri en préparant le dossier. Mais c'est toujours de votre responsabilité, c'est vous qui avez arbitré ça, et vous serez responsable d'avoir placé quelque chose qui était novel food alors que vous pensiez qu'il n'était pas. Ça, c'est pas important. Ouais. Alors, juste une précision, si vous souhaitez ma présentation, vous laissez vos coordonnées, je vous la transmettrai, parce que pour des questions GDPR, je ne peux plus vous la transmettre comme ça, donc vous devez m'autoriser à vos opt-in, opt-out, parce que vous avez beaucoup plus d'informations dans ma présentation. Alors, comment, puisque vous avez la responsabilité de qualifier, de caractériser votre innovation alimentaire, novel food ou pas novel food, sur la base de quels critères? Vous en avez deux. Le premier critère qui existait déjà en 97, c'est le fait, il y a eu avant et après 97. Avant et après, plus précisément le 15 mai 97. Pourquoi? Parce que le premier règlement a été publié le 15 mai 1997 et que ça a été le début de l'histoire de l'innovation alimentaire. Alors, on s'est dit, tout ce qui circulait et qui était normalement consommé en Europe avant 97 est considéré comme safe, n'est pas nouveau, n'est pas novel food, puisqu'on le consommait, on n'en est pas mort, on va dire voilà. Donc tout, quelle que soit la forme, ça peut être une matière première agricole, ça peut être un produit transformé, ça peut être une extraction, les fibres de son par exemple, c'est une extraction, mais ça reste une fibre qu'on consommait sous forme de fibre et dont on avait une consommation régulière. Je ne parle pas de consommation sous le manteau d'une communauté chinoise, d'un pays qui a mangé encore une fois des insectes ou que sais-je. Il faut vraiment que ce soit une consommation officielle, légale, régulière et importante, d'une partie importante de la population. Donc voilà, on a cette date butoir du 15 mai 97 qui reste notre date de référence, même sous l'empire de ce nouveau règlement de janvier 2018. Alors, autant vous dire, on est donc presque en 2019. Quand vous venez me voir avec des innovations alimentaires, c'est rarement des choses que consommait ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Donc en 97, ça devient un peu Mathusalem. Donc quand je regarde par acquis de conscience, parfois j'ai un doute en me disant tiens, oui, peut-être que vous m'avez ressorti un truc un peu fait à la maison, un peu à l'ancienne. C'est rare parce que vous m'inventez des trucs qui sont quand même plutôt élaborés et qui n'étaient. Je ne parle pas nécessairement de la matière première, mais de comment vous allez la processer. Et le process peut tout changer. Et on va y revenir, l'appréciation novel food est quelque chose de très subtil. En tout cas, voilà ce premier critère qui est très important. Le second critère, et juste pour votre information et pour l'anecdote, la Commission européenne, dans le cadre de ce nouveau règlement, voulait s'arrêter au premier critère. Parce que nous, en tant que juristes, on trouvait ça plutôt pas mal, en disant, voilà, on s'était consommé avant un peu moins vite, oui, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez traduire... Ok. Oui, mais je sens que le temps, time is flying. So. OK. Donc, je vais parler plus lentement. En anglais, je parlerai beaucoup plus lentement, mais en français, c'est blablabla.
La Commission européenne souhaitait s'arrêter à la première définition et laisser les opérateurs faire leur arbitrage avant ou après 97. Est-ce que c'est nouveau au sens d'un critère général de consommation régulière et de processus de fabrication? C'est le Parlement européen qui, dans un souci de sécurité juridique et d'exhaustivité, a insisté pour non seulement reprendre les catégories qui existaient en 97, mais même les élargir pour être encore plus précis. Alors, je ne vais pas les lire, vous les aurez. Mais on a vraiment là articulé et détaillé tout ce qu'on pouvait à ce jour imaginer, mais je suis sûre que c'est déjà dépassé, tout ce qu'à ce jour on pouvait imaginer comme catégorie d'innovation. Alors on a tout ce qui a bien sûr une structure moléculaire qui a été transformée. Ça, c'est vrai que c'est l'innovation par excellence. On bidouille, on transforme, on déforme la structure même d'un ingrédient. Vous avez tout ce qui provient des micro-organismes, des algues et des champignons. Très à la mode, des alternatives aux protéines, on en parle tout le temps. Vous avez tout ce qui est d'origine minérale. Très intéressant aussi. On commence de plus en plus à se lancer sur ce segment. Et vous avez tout ce qui vient des plantes. Alors tout. On a souvent des problèmes d'interprétation sur cette catégorie. Parce qu'on peut avoir historiquement consommé la feuille d'une plante, ou on a infusé la feuille d'une plante, et vous arrivez en 2018 en me disant « mais moi j'ai une super idée, cette plante, j'ai trouvé que les racines étaient géniales, et juste je les broie et je les mets encore une fois dans mon yaourt ». C'est bien, c'est une chouette idée, c'est vrai que la plante existe, mais le mais, il y a toujours there is always a but quelque part. Le mais est dans le fait que la racine n'était pas consommée en tant que telle avant 97. Eh bien, vous aurez beau me dire et vous rouler par terre en me disant que la plante est connue et que vous la mangez, etc. Je dirais oui, moi aussi, avant 97, mais pas la racine. Et on entre à ce moment-là dans le champ d'application du règlement Novel Food. Donc, c'est une approche. En général, j'ai coutume de dire qu'il y a 2 voire 3 critères. Il y a 3 critères d'ailleurs. Vous avez principalement la matière première. Évidemment, vous allez chercher un truc sur la Lune, sur Mars, quelque chose dont on n'a jamais entendu parler en Europe. Il n'y a pas de discussion, ça va être Novel Food vraisemblablement. Mais souvent, on part de quelque chose de connu. Une pomme de terre, des épinards, des choses tout à fait connues. Simplement, vous allez soit en utiliser une partie qui n'était pas consommée avant 97, soit encore plus subtilement, vous allez m'utiliser ou m'appliquer sur cette matière première un process qui fait que le rendu n'est pas celui qu'on consommait avant 97. Et notamment, ce qui est précisé dans cette liste des catégories, dès lors que vous avez un changement dans le métabolisme et ou dans la valeur nutritionnelle du résultat de l'utilisation de votre process, eh bien, vous êtes nécessairement dans du novel food. Donc il y a déjà ce couple produit/process. Et j'ajouterai un 3e critère qui est encore plus important dans le cadre du nouveau règlement, c'est le critère de l'usage. Parce que selon que vous voulez l'utiliser en complément alimentaire ou en food normale, régulière, vous n'aurez pas la même approche et le même risk assessment qui sera fait par l'EFSA et la Commission européenne. Donc il y a vraiment quelque chose de très global. Et ce n'est pas simplement de me mettre un truc sur la table en disant, voilà, ça vous pouvez nous dire, est-ce que c'est novel food? Donc il faut aussi être subtil dans la démarche de savoir qui est censé faire la demande d'autorisation novel food. On peut imaginer que le vendeur de pommes de terre n'a pas besoin, évidemment, de faire la demande novel food. Lui va vendre ça à McCain pour faire des frites, tout ça, pas d'autorisation novel food. En revanche, vous achetez les mêmes pommes de terre, comme je vous disais, mais vous allez en extraire, vous allez me faire imaginer un process de quelque chose autour de la peau de pomme de terre, et vous allez vendre ça en complément alimentaire. Eh bien, ce sera à vous qui appliquez ce process, de demander l'autorisation novel food. En revanche, pour d'autres choses, comme par exemple la viande de crocodile, elle a fait l'objet d'une autorisation de novel food en tant que telle dès le départ sur l'arrivée du territoire en Europe. Parce qu'on ne connaissait pas la viande d'autruche ou de crocodile, il a bien fallu que le premier importateur fasse la demande, etc., etc. Donc il y a vraiment toujours une approche assez globale, produit, process et usage. J'insiste sur l'usage, c'est un détail, mais je pense que ça pourrait vous concerner. En tout cas, je trouve que le règlement là laisse un petit piège, enfin ouvert en tout cas une brèche. Il a ajouté une catégorie qui est la dernière, qui est un petit peu rosée, les ingrédients alimentaires qui étaient utilisés jusqu'à présent uniquement
dans le cadre de compléments alimentaires, novel food ou pas novel food, mais en tout cas, on sous-entend qu'ils ont été utilisés tout à fait légalement, mais uniquement dans des compléments alimentaires. Si vous souhaitez, depuis le 1er janvier 2018, les utiliser dans du regular food, vous serez obligé de demander une autorisation novel food. Et ça, je pense, ça peut être très impactant et très surprenant pour notamment des entreprises du complément alimentaire qui vont se dire de ma gélule avec ma spiruline ou que sais-je, je vais mettre ça dans toujours mon yaourt ou je vais faire un partenariat avec en se disant mais j'ai le droit pour moi. Et pour le coup, c'est vrai, mais le nouveau règlement Novel Food a ajouté cette catégorie. Alors c'est vache, mais au moins, je dirais que je l'atténuerais par 2 commentaires. Le premier, c'est que ça se comprend en termes d'exposition. Parce que pour l'exposition du consommateur à la substance en tant que telle, il n'y a pas photo entre des compléments alimentaires et de l'alimentation normale. Et qu'en toute hypothèse, même sous l'empire de l'ancien règlement, ça aurait nécessité à tout le moins une extension d'usage. Parce que généralement, et j'ai mis quelques exemples dans ma présentation, une autorisation Novel Food, elle est encadrée. Vous avez des maximums d'utilisation, des préconisations d'usage, des indications en termes de labeling. Et quand vous souhaitez utiliser la même substance, donc une substance déjà autorisée, mais pour d'autres usages, généralement vous dépassez les limites d'utilisation, a fortiori quand vous passez du complément alimentaire à l'alimentation régulière, et ça aurait nécessité à l'époque une demande d'extension d'utilisation. Donc quelque part, on rejoint, c'est pas si heurtant que ça. Mon autre commentaire, il est plus général, il est que ce règlement facilite quand même nettement l'obtention d'une autorisation. Donc c'est vache, il faut connaître la réglementation parce que sinon vous pouvez être contrôlé et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Mais en même temps, il y a beaucoup moins l'approche « Oh mon Dieu, c'est un novel food, il faut que je demande l'autorisation, je ne l'obtiendrai jamais ». Donc voilà, il faut juste être... Il suffit simplement de tout connaître dans les détails. C'est ce que je viens de vous dire par quelques exemples. Ce couple food product, food process, donc vous voyez que des peptines de sardines ou des protéines coagulées de pommes de terre ne peuvent pas ne peuvent pas s'abstraindre d'une autorisation novel food, puisqu'on est très loin du produit d'origine qu'on connaissait et qu'on consommait régulièrement avant 97. Pour les nanomatériaux, c'est un peu plus délicat. Le principe est clairement posé. Vous devez en entendre parler même dans la presse grand public. On a très peur de toutes ces nanoparticules. C'est même, je trouve, on est en train de cultiver une espèce de stress et de présentation anxiogène de la chose, alors qu'au niveau réglementaire, on n'est toujours pas d'accord sur la définition de ce qu'est et de ce qu'on est censé indiquer en termes de nanomatériaux. C'est quand même un comble, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui ne jouez pas le jeu, vous les industriels, c'est que vous voulez bien jouer le jeu, indicter, prévenir, fournir une information solidaire tout le long de la chaîne alimentaire, mais il faut savoir quel type d'information vous êtes censé fournir. Si on ne définit pas quel type d'information vous devez fournir, ça rend la transmission d'informations extrêmement difficile. Donc pour les nanomatériaux, on en est là, mais on a l'impression que la presse sait mieux que nous ce que sont des nanomatériaux. Ça, je vais passer rapidement. Alors la procédure d'autorisation, je vous ai mis une petite comparaison entre l'ancienne et la nouvelle. Donc comme je vous dis au départ, une autorisation qui était au niveau des États membres, qui devient une autorisation centralisée au niveau de la Commission européenne. Nous avions additionnellement une analyse par l'EFSA, déjà pour la bonne et simple raison que l'EFSA a été créée en 2002 et que le règlement datait de 97. Donc de toute façon, on a déjà eu un gap de 5 ans durant lequel il n'y avait pas d'EFSA, donc par hypothèse, il n'y avait pas l'EFSA qui pouvait intervenir. Mais en toute hypothèse, l'EFSA est intervenue très rapidement dans le cas de la plupart des dossiers, la Commission ou les États membres ne pouvant pas prendre la responsabilité de considérer une innovation safe ou pas safe sans l'avis de l'agence qui est censée apprécier et avoir le monopole d'interprétation du caractère safe d'un ingrédient. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions, c'est une analyse scientifique par l'EFSA. Jusqu'en 2018, vous aviez une autorisation individuelle. Donc c'était tous au-dessus de catalogue, autorisation individuelle, etc., qui était très peu usité en Europe. C'était juste le cas pour les novel food. On revient à un système tout à fait commun qu'on connaît pour les additifs, les enzymes, les colorants. C'est-à-dire, vous travaillez, le premier qui fait la demande travaille un peu pour les autres, mais chacun travaille pour tout le monde, puisqu'à la fin, ça veut dire que vous aurez une belle liste, un beau catalogue de plein de novel food utilisables et disponibles et publics. Donc c'est le principe d'une autorisation générique avec cette liste de l'Union dont je vous ai parlé.
Les délais, donc là j'ai été vraiment optimiste, 3-5 ans, je dis ça pouvait être beaucoup plus, et aujourd'hui on parle de 18 mois. Alors, je vous laisse photographier le schéma. C'est toujours très... Enfin, je t'en prie. Le circuit est simple, c'est transmission à la Commission européenne. La Commission européenne transmet à l'EFSA, qui a 9 mois pour rendre son avis. Elle a une possibilité d'arrêter l'horloge pendant 1 ou 2 mois pour des questions. Ensuite, le draft est transmis à la Commission et aux États membres. Les working groups, enfin les groupes de travail de la Commission européenne. Un délai de 7 mois pour prendre la décision, les 3 mois de publication, enfin tout ça mis bout à bout, plus les vacances, plus les agendas chargés. Je dis, on parle plutôt d'à peu près 2 ans pour une autorisation au titre de la procédure générale, mais ce qui est quand même a priori un record absolu. Ça, on va passer. Votre connaissance personnelle. Alors, ce dont je souhaitais encore vous parler, c'est la toute nouveauté dans le cadre de l'innovation alimentaire, les aliments traditionnels des pays tiers. Alors, c'est vraiment une grande expression, toute nouvelle. C'est la prise en compte par la Commission européenne de la nécessité de distinguer 2 types d'innovation. Pourquoi ? Pour aller vite, pour ne pas alourdir les choses quand finalement ce n'est pas très compliqué. Je m'explique. Il y a une innovation qui consiste simplement à aller prendre vos vacances quelque part dans une île, dans un pays exotique, même à titre personnel, et à vous dire tiens, j'ai mangé un truc, j'ai goûté un truc, c'était sympa, c'était chouette, c'était original, joli, ça donne de la couleur, de l'arôme, que sais-je. Je le mets dans mes valises, ça serait super pour un des produits de la société pour laquelle je travaille ou pour créer une start-up. C'est parfois simplement un ingrédient matière première agricole. Vous n'avez pas l'intention d'en faire un truc alambiqué, c'est tout simple. C'est un nouveau citron, un nouveau légume. Pourquoi appliquer à ce type d'ingrédient une procédure aussi complexe que celle que je viens de vous décrire, bien que plus rapide, etc., mais néanmoins complexe, qui consiste vraiment à vérifier si cet ingrédient est safe, parce qu'on se dit quand vous aurez fini vos extractions chimiques et vos trucs dans vos laboratoires avec plein de tuyaux, enfin on imagine un machin, Charlie la chocolaterie, on a peur pour la santé du consommateur. Mais ce consommateur, si dans un pays tiers, depuis 25 ans, parce que c'est une des conditions, depuis 25 ans, il a consommé ça ou il consomme encore ça de manière régulière, encore une fois légale, pour une partie importante de la population d'un pays tiers, sans danger, quelque part, c'est QFD. Le risk assessment, il a été fait, pas par notre fameuse agence européenne, mais il a été fait par l'usage et l'épreuve du temps. Donc c'est vraiment une reconnaissance par la Commission européenne, ce qui est quand même très fort, parce qu'on est quand même assez orgueilleux en Europe, que notre santé qu'on n'est pas plus fragile ou qu'on n'est pas plus délicat, plus exactement, que d'autres consommateurs dans le monde, et que si eux ont résisté à la consommation de quelque chose, on peut y survivre aussi. Du coup, une procédure extrêmement rapide, qui ne s'appelle même plus une procédure d'autorisation, mais une simple notification. Tout est dans le mot. C'est-à-dire qu'en principe, vous déclarez, vous notifiez à la Commission européenne que vous étiez en vacances là, que vous avez découvert ce légume machin, que vous avez, qu'en rentrant, vous avez compilé des données statistiques qui démontrent d'une population, une partie non négligeable de la population de cette île ou de ce pays à l'autre bout du monde consomme cet ingrédient. Et si tout va bien, si vos données statistiques sont probantes, si la Commission est inspirée ce jour-là, il n'y a même pas de passage par l'EFSA. Et la Commission peut vous délivrer, répondre positivement à votre notification dans un délai de 4 mois. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a tout un tas de catégories exclues. Et qu'est-ce qu'on a exclu ? Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que tout ce qui est trop compliqué et qui ferait appel à surtout des processus d'innovation beaucoup trop techniques et scientifiques qui altèrent la matière première. Donc, on n'est pas du tout dans de produits transformés. On est vraiment dans de la matière première agricole. Encore une fois, une plante, un animal, une plante, un légume, un fruit, un animal. Voilà. Une première transformation. Donc, quelque chose de très simple. Il y a actuellement, je vous avais mis un state of play, je crois 39 autorisations pendantes. Bon, je ne sais plus, c'était au début de la présentation. Et à ma connaissance, il y en a une ou deux qui ont déjà été acceptées. Alors, ce n'est pas tout à fait 4 mois, mais enfin, on n'en est pas loin. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que déjà, c'est une très belle opportunité pour vous. Il y a quand même des choses à faire dans l'exotisme. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à trouver de votre côté, parce qu'en termes de procédure, finalement, la Commission vous facilite quand même la tâche.
Et ça va donc tout à fait dans la ligne de ce que je vous annonçais, dire que la Commission veut vous accompagner dans l'innovation et pas vous bloquer. Voilà, je vous ai mis également le schéma de cette notification en 4 mois. Alors évidemment, les 4 mois, c'est si tout va bien. Si la Commission et ou un État membre a la moindre observation, toujours observation doit être basée sur des considérations scientifiques de safety, hein, j'insiste. C'est pas ouais, j'aime pas trop. Bon, c'est vraiment, il faut que qu'il y ait un risque pour la santé du consommateur européen. À ce moment-là, vous pouvez ou abandonner ou passer par le circuit normal de la procédure générale que je vous ai décrite en début de présentation. Voilà. Là, vous avez quelques exemples des ongoing notifications. Donc, ce sont des baies et des choses comme ça. C'est vraiment, encore une fois, des matières premières tout à fait simples. Une baie japonaise, des herbes africaines également. Alors, vous avez toute la partie, quand on compare les procédures novel food générale et traditional food, la description est la même, la production process, oui, bien que ce soit avec des réserves, puisque dans le cadre de la traditional food, il n'est pas question, encore une fois pour vous, d'aller m'ajouter des processus pas possibles sur cette matière première. Parce que là, automatiquement, alors vous le faites en 2 temps, c'est-à-dire que on obtient l'autorisation novel food au titre de la traditional food, et ensuite vous m'appliquez des process là-dessus. Mais enfin, j'ai pas encore eu l'exemple. Donc la composition détaillée, les spécifications, mais c'est surtout la différence va être dans l'expérience d'une utilisation et d'une consommation continue dans un pays tiers. Alors pour parler des insectes, par exemple, certes, et oui, évidemment, il y a une consommation d'insectes dans notamment les communautés asiatiques, les communautés africaines. À ce jour, je n'ai pas vu, il y a 5 dossiers pendants, mais qui sont tous des dossiers procédure générale et introduites par des opérateurs européens. Pourquoi ? Parce que l'opérateur africain ou asiatique, il va avoir quand même du mal à démontrer que la consommation, elle était importante, courante, et qu'elle constituait une part importante du régime. Je veux dire, ça reste quand même des choses qui sont marginales. Et même dans le mode de culture, je dis de récolte de ces espèces, nous, on parle de générateurs, on parle de production d'insectes, de milliards d'insectes qu'on va générer dans ces énormes machines. En Afrique, c'est des trucs qu'on récolte à la main, on n'a pas du tout les mêmes impacts sur l'environnement, sur cette culture massive et intensive d'insectes. Donc je crains qu'une demande en pays tiers ne soit rejetée parce qu'on n'aura pas les informations statistiques ne seront pas suffisantes à assurer le caractère safe de la consommation d'insectes en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, aucune des demandes n'a été faite dans le cadre de ce règlement, mais a été faite sous dans le cadre de la procédure générale. Et d'ailleurs, l'EFSA, pour les 5 procédures pendantes, a déjà demandé tout un tas de données complémentaires. Si on avait besoin de cette preuve supplémentaire que le dossier insecte va faire beaucoup de bruit, on ne va pas délivrer des autorisations comme ça. Alors, je vous l'avais dit également, juste pour vous le rappeler, donc seuls les novel food autorisés peuvent être placés sur le marché et utilisés dans ou sur un aliment dans le cadre du marché européen. La liste de l'Union, elle est updatée à chaque fois. Elle est relativement précise. Vous avez 2 tableaux différents. Vous avez vraiment le novel food avec les conditions de labeling, d'usage, de dose maximum, etc. Et vous avez l'ingrédient avec ses spécifications chimiques et scientifiques. Donc vous avez un degré de précision qui est déjà assez important pour savoir si vous êtes potentiellement ou pas dans le cadre d'un ingrédient novel food que vous pourriez réutiliser. On a beaucoup de demandes d'analyse, on appelait ça avant 2018 des équivalences pour savoir si oui ou non notre produit correspond à quelque chose qui a déjà été autorisé. Et il y a pour certains produits, pas pour tous, des post-market monitoring requirements, parce que parfois on n'a pas assez de recul par rapport à un ingrédient où on a encore quelques craintes, et on peut imaginer que la Commission impose du monitoring sur 3 à 5 ans pour avoir une évaluation à plus ou moins court terme. Je vous ai parlé très rapidement de la data protection. Donc là, vous avez en détail les conditions, mais qui s'articulent autour essentiellement de 2 choses. C'est vraiment d'être
détenteur à titre personnel, d'avoir rémunéré et non pas utilisé des données disponibles sur le marché. Donc si vous avez simplement cherché par Internet des études faites par une université américaine, certes sur le même ingrédient, mais pas pour vous, vous ne pourrez pas bénéficier de sa data protection. Il faut vraiment que vous ayez travaillé en accord avec une INRA, avec une université, et que ce soit du sur-mesure. Et qu'en effet, cette entreprise, cette université, ait été spécialement dépêchée pour travailler sur votre innovation. Et que vous l'ayez spécifiquement rémunéré aussi. Je ne sais pas s'il y a un caractère de rémunération qui sous-tend la condition. Et l'autre condition est évidemment que tout ce que vous mettez en avant en termes de data à protéger ait été indispensable à l'obtention d'autorisation novel food. Donc, ce n'est pas une occasion pour vous de protéger de manière extrêmement large tout ce qui est autour de votre R&D, tout le département R&D, toutes les archives R&D, hop, data protection de 5 ans. Donc, vous imaginez que ça va être quelque chose qui a et va être appréhendé de manière quand même très stricte par la Commission européenne, puisque la récompense sera une avance de 5 ans sur le marché, qui, comme je vous le disais en introduction, est quelque chose d'extrêmement appréciable en termes économiques. Et voilà, donc en conclusion, eh bien, une grande responsabilité pour vous pour déterminer novel food, c'est-il pas. Des critères, des aides, même de la Commission européenne et des États membres. Il y a une procédure de consultation si vous hésitez. Je ne vous la conseillerais pas parce que c'est un peu quand même vous exposer. Parce que si la réponse est vous êtes novel food, là vous n'avez plus vraiment le choix, vous ne pouvez plus vous cacher puisque vous avez coucou, je suis là. Vous devez fournir plein d'informations sur qui vous êtes, quel est votre process. Donc si vous êtes quelque part, autant faire la demande si vous avez un doute. Parce que c'est dommage d'être allé aussi loin pour juste demander est-ce que c'est novel food ou pas. Beaucoup, que ce soit avant 2018 ou depuis 2018, énormément de critères scientifiques, évidemment, qui sous-tendent ces dossiers, mais beaucoup de choses positives, une procédure beaucoup plus rapide, donc moins chère, avec des deadlines qui sont très clairement exprimés dans le règlement. Cette nouvelle autorisation sous forme de notification pour ce que j'appelle la novel food exotique. Donc voilà, je trouve que, comme on a la coutume de le dire avec Nutri-Marketing, l'innovation aujourd'hui, c'est plutôt un outil. En tout cas, on peut utiliser ce règlement de manière tout à fait positive, plutôt que d'en faire des cauchemars et de se dire que autant rester dans le classique et ne surtout pas innover parce qu'on n'y arrivera pas.